Et à tout moment de la présentation, donc on va essayer de tenir à peu près une demi-heure, hein, ça va être un petit peu plus peut-être, mais enfin bon, on va essayer de pas trop déborder. À tout moment pendant cette présentation, vous pourrez poser vos questions par écrit et Élodie va colliger vos questions et puis à la fin, on prendra 5-10 minutes pour y répondre, voilà, s'il nous reste un petit peu de temps. Donc, voilà, donc le thème du topo de ce soir, ça concerne la chirurgie réfractive et ça concerne plus spécifiquement la chirurgie réfractive des patients qui ont une cornée déformée. Donc, bien sûr, le kératocone, les ectasies de la cornée, les patients qui ont été greffés de la cornée, etc. Et donc, on va voir comment on peut répondre, parce que ce n'est pas parce que ces patients ont une cornée déformée qu'ils n'ont pas une demande réfractive, c'est-à-dire une demande de bien voir sans lunettes. La chirurgie réfractive, bien sûr, classiquement, c'est la chirurgie qui cherche à corriger des amétropies standards, le plus souvent au moyen du laser. Donc, on cherche à améliorer la forme, à modifier la forme de la cornée dans le but de corriger une amétropie. Mais là, on va s'intéresser aux patients qui ont une cornée déformée et qui, du coup, cette cornée déformée va générer non seulement une baisse de la meilleure acuité en raison des aberrations d'ordre supérieur, mais surtout de fortes amétropies sphérocylindriques, et notamment de forts astigmatismes, et notamment irréguliers. Donc, on va voir comment corriger l'essentiel de l'amétropie chez ces patients, puisque c'est ça qui leur apporte l'essentiel de leur satisfaction. Donc, on ne va pas parler de stabilisation de kératocone, hein. On va essentiellement parler de réhabilitation visuelle. Et dans la réhabilitation visuelle, il y a deux aspects pour mesurer les résultats. Alors, deux aspects. Le premier aspect, il est représenté ici. Vous voyez ici, on a par exemple une cornée déformée avec une forte amétropie. Et en appliquant des méthodes cornéennes, de chirurgicales cornéennes, anneaux et laser, on voit qu'on arrive à améliorer la vision. Donc ici, chez ce patient, on voit qu'on fait remonter la meilleure acuité. Donc, on passe de 4 à 10. Et on corrige une bonne partie de l'amétropie sphérocylindrique, mais il en reste quand même un petit peu. Donc, on peut dire que c'est un succès dans la mesure où on a fait remonter la meilleure acuité de 4 à 10 dixièmes. Là, il y a un autre exemple d'un patient qui a également une cornée déformée, un autre kératocone, qui a une vision à peu près comparable, 4 dixièmes avec moins 6, moins 5. On va appliquer également d'autres méthodes de chirurgie cornéenne. Et chez ce patient, on va faire remonter la meilleure acuité que à 5 dixièmes. Donc, pour autant, vous voyez, on peut se dire que là, le cas numéro 1, c'est un vrai succès puisqu'il passe de 4 à 10. Et on peut se dire que le cas numéro 2, c'est plutôt un échec puisqu'on passe de 4 à 5. Donc, on n'améliore pratiquement pas la meilleure acuité. Et pourtant, à votre avis, lequel des deux patients, entre le KC1 et le kératocone 2, lequel des deux patients sera le plus satisfait de son résultat visuel? Est-ce que c'est celui qui aura récupéré 10 dixièmes mais avec une amétropie résiduelle? Ou bien est-ce que c'est celui qui n'aura pas récupéré 10 dixièmes, par contre, qui verra tout son potentiel visuel sans lunettes, qui verra 5 dixièmes, plus ou moins sans correction, du fait de sa réfraction totalement corrigée? Eh bien, dans notre expérience, c'est surtout le fait de hémétropiser le patient, beaucoup plus que le fait de remonter sa meilleure acuité, qui lui apporte de la satisfaction. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir les deux, mais l'aspect réfractif de cette réhabilitation visuelle est fondamental pour satisfaire les patients. Donc, c'est le but du topo de ce soir, c'est chirurgie réfractive, c'est comment hémétropiser au maximum ces patients qui sont porteurs de déformations cornéennes. Donc, si on fait un petit comparatif entre une chirurgie réfractive classique sur cornée saine et sur cornée déformée, et bien sûr, cornée saine, par définition, la topographie cornéenne est normale et la meilleure acuité normale, et ils sont souvent porteurs d'amétropie assez standard qu'on a l'habitude de corriger en chirurgie réfractive, avec une exigence très élevée d'émétropisation et de prédictibilité qu'on cherche à avoir le maximal. Et pour cela, on utilise des techniques essentiellement de laser sur la cornée. Au contraire, sur les cornées déformées, par définition, on a la cornée déformée, avec des patients, des yeux qui ne se ressemblent pas du tout les uns les autres. Ça génère une baisse de la meilleure acuité et ça génère de très fortes amétropies, notamment de très forts astigmatismes, pouvant aller jusqu'à 10 à 12 dioptries des fois. Et l'objectif chez ces patients, bien sûr, on va chercher à remonter la meilleure acuité, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout le fait de hémétropiser, c'est-à-dire de corriger l'essentiel de ces fortes amétropies qui va apporter de la satisfaction aux patients. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. Bien sûr, avec une prédictibilité et un degré d'exigence qui ne sera pas le même qu'en chirurgie réfractive classique, mais
on va quand même chercher à s'en approcher du mieux qu'on peut. On utilisera, alors pour la chirurgie réfractive classique, c'est surtout le laser excimer, le laser femtoseconde si on parle du SMILE également. Et en chirurgie réfractive sur cornée déformée, on va utiliser d'autres méthodes. Alors bien sûr le laser excimer aussi en mode topo guidé, mais également les anneaux, plus rarement les incisions arciformes sur les cornées greffées. Et à cela, on peut également rajouter les implants. Donc les implants dans les deux cas, les implants FAC chez les forts myopes, mais également les implants de cataracte, par exemple, puisque ces patients qui ont des cornées déformées peuvent également avoir des cataractes et on va voir comment optimiser la réhabilitation visuelle. Donc, on va voir comment hémétropiser ces patients. D'une part, c'est des patients qui ont des cornées déformées, qui ont des ectasies ou des kératocones. On abordera également la question des patients qui ont besoin d'un implant, soit parce qu'ils sont forts myopes, soit parce qu'ils ont besoin d'une cataracte. On va voir dans quel ordre procéder. Et enfin, on abordera la question de la chirurgie réfractive chez des patients porteurs de kératocones frustes, puisque toute l'expérience qu'on a acquis avec les kératocones, la chirurgie des kératocones, nous a amené à faire évoluer nos concepts et nos indications de chirurgie réfractive chez des patients à risque. Donc, on va commencer par un cas clinique d'un patient qui a une ectasie cornéenne. Alors, il s'agit d'un homme de 40 ans adressé en 2000, qui a eu un LASIK bilatéral pour -4 et qui a été opéré en 2008. 12 ans plus tard, en 2020, le patient nous est adressé pour une ectasie de l'œil droit. Donc, voici le cas. Alors, vous voyez que du côté gauche, en gros, il voit bien, il a une topographie cornéenne normale, il voit 10 dixièmes. Par contre, du côté droit, il a une cornée déformée, ce qui génère une baisse de la meilleure acuité à 6 dixièmes et surtout un retour de la myopie et de l'astigmatisme, alors que le patient, au départ, était censé voir bien sans correction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire chez ce patient? Bien sûr, il faudra faire du cross-linking pour stabiliser, mais d'un point de vue réhabilitation visuelle, on va chercher à améliorer la forme de la cornée pour lui redonner une meilleure vision. Et encore une fois, ça veut dire deux choses. Ça veut dire remonter la meilleure acuité et corriger son amétropie. Donc, on va utiliser, dans ce cas de figure, on va combiner deux procédés. Premièrement, la pose d'un anneau qu'on va placer en aval du cône de manière à réduire et à recentrer le cône, ce qui permettra d'améliorer sa vision. Et en deuxième étape, quelques mois plus tard, on fera du laser topo-guidé, toujours accompagné du cross-linking. Donc, à chaque fois qu'on parle de laser topo-guidé sur des cornées déformées, on associe systématiquement le cross-linking, même si le kératocone n'évolue pas ou si l'ectasie n'est pas évolutive, pour éviter que ça déforme la cornée sous l'effet de la photoablation. Donc, cette deuxième étape, le laser topo-guidé avec le cross-linking, permettra de fignoler le travail effectué par l'anneau. Donc, regardons un peu plus dans le détail. Première étape, l'anneau. Alors, quel anneau choisir? Eh bien, en fait, il faut comprendre qu'est-ce que fait un anneau. Un anneau va entraîner, va appliquer sur la cornée un profil d'aplatissement. Et ce profil d'aplatissement peut être mesuré en faisant la soustraction, c'est-à-dire la carte différentielle, entre la carte kératométrique pré- et post-opératoire, avant et après anneau. Et vous voyez que chaque type d'anneau, ici un anneau asymétrique, ici, bref, il y a plusieurs catégories d'anneaux. Chaque type d'anneau va générer à chaque fois un profil d'aplatissement différent. Et rien qu'en regardant le profil d'aplatissement, on peut déduire quels anneaux ont été posés, quand on a un peu d'expérience. Donc l'idée, pour une cornée déformée, ça va être d'aller choisir, non pas forcément l'anneau, mais le bon profil d'aplatissement, qui viendra au mieux neutraliser la déformation cornéenne qu'on cherche à corriger. Donc ici, par exemple, vous avez ces 4 exemples, c'est ce profil-là qui est appliqué. Donc c'est un anneau, ça correspond à un anneau de 160 degrés, 250 microns, et qui viendra améliorer la topographie cornéenne et parallèlement améliorer la vision. Ici, remonter la meilleure acuité de 2 lignes et corriger une bonne partie de la métropie sphéro-cylindrique. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quelques mois plus tard, ça sera le laser topo-guidé, toujours associé au cross-linking, qui viendra terminer le travail de régularisation entamé par l'anneau. Donc ici, on arrive au final à avoir 10 dixièmes sans correction, c'est-à-dire on a une ectasie et le patient peut retrouver ce qu'il avait immédiatement après sa chirurgie LASIK. Et quand on additionne les deux profils d'aplatissement, celui de l'anneau et celui du laser, on obtient un profil global d'aplatissement qui correspond exactement à l'image en miroir de la déformation cornéenne. Donc, si on reprend les explications, pour un patient donné, on va chercher à induire un aplatissement par les anneaux, puis dans un deuxième temps,
un aplatissement généré par le laser topoguidé. Donc, voici la topographie préopératoire. Il va falloir aller piocher dans les profils des anneaux celui qui correspond à cette déformation. Puis, après avoir posé, 3 mois après l'anneau, aller piocher le profil d'aplatissement du laser qui permettra de finir le travail. En pratique, on couple la topographie cornéenne au pentacam, au laser excimer, qui générera le bon profil d'aplatissement. Et c'est l'application de ces deux profils qui permettra de régulariser la cornée et de faire remonter la vision. Donc, un mot sur le laser topoguidé. Il s'agit d'une photoablation qui va enlever du tissu cornéen. On cherche à ne pas enlever trop de tissu cornéen, donc on cherche à ne pas déplacer 50 microns, puisque c'est des cornées qui se déforment. Parfois, on peut aller un petit peu plus loin quand la topographie cornéenne le permet. C'est systématiquement associé au cross-linking, même si la cornée n'évolue pas. Le but, ça va être de régulariser la cornée pour faire remonter la meilleure acuité, et autant que faire se peut, de corriger la métropie sphéro-cylindrique résiduelle après l'anneau. Les indications, c'est soit sur des cornées déformées, peu déformées, donc où il n'a pas besoin de mettre des anneaux, soit en combinant les anneaux, et dans ce cas, c'est toujours après les anneaux. Donc voici un cas d'ectasie peu avancée, qui a une meilleure acuité abaissée à 8 dixièmes avec moins 1,75, moins 0,75. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre des anneaux. On va faire tout le travail de régularisation uniquement avec une seule procédure, laser topoguidé, toujours associé au cross-linking. Et donc, vous voyez que ça permet d'émétropiser le patient et de lui redonner 10 dixièmes. Donc, quand vous avez une ectasie cornéenne, bon, bien sûr, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, mais quand ça arrive, vous pouvez quand même rassurer les patients et leur dire que dans la grande majorité des cas, on pourra quand même sérieusement leur améliorer la vision. Voici un autre exemple de kératocone. Ici, il s'agit d'un patient qui a 7 dixièmes avec moins 1, moins 3,50. On va commencer par poser un premier anneau, donc ici, un anneau asymétrique, c'est-à-dire avec gradient d'épaisseur, plus épais à l'extrémité distale et plus fin à l'extrémité proximale. Donc voici comment ça se passe sur une vidéo. On marque toujours l'axe horizontal, parce qu'il s'agit d'un procédé torique, donc il faut bien repérer l'axe horizontal en position assise. On va ensuite marquer l'axe visuel sous le laser excimer avec le réflexe de Pourquigné. On va programmer la découpe du tunnel au laser femtoseconde avec la profondeur, le diamètre du tunnel et l'axe de l'incision. Et puis ensuite, on va réaliser le tunnel centré sur la marque, centré sur l'axe visuel. Ensuite, on va repérer l'axe cambré et l'axe plat par rapport à l'axe horizontal pour positionner l'anneau selon le schéma qui a été réalisé en consultation. Donc, c'est vraiment le plan de traitement qui va guider le geste chirurgical. On va avoir le plan de traitement sous les yeux et on va chercher à positionner l'anneau en fonction du plan de traitement. Donc ici, par exemple, on va venir positionner l'anneau avec l'extrémité distale la plus épaisse en butée sur l'axe du méridien le plus cambré. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me solliciter, venir en consultation au bloc si vous voulez en savoir un peu plus. Là, je n'ai pas le temps de détailler la technique des anneaux, mais n'hésitez pas à venir me voir. Donc voici le résultat obtenu avec cet anneau. Vous voyez que ça permet de faire remonter la meilleure acuité, de corriger une bonne partie de la métropie. Et donc, ensuite, on va compléter 3 mois plus tard, minimum, avec le laser topoguidé, avec le cross-linking. Donc voici une vidéo qui montre à quoi ça ressemble. Ici, vous avez le statut préopératoire, donc au début de la chirurgie, avant les anneaux. Donc vous voyez que la meilleure acuité est abaissée à droite à 3 dixièmes, à gauche à 5 dixièmes. Première étape, on va poser les anneaux. Donc là, on ne le montre pas dans cette vidéo. Ça, c'est le résultat après anneaux, qui ont permis de faire remonter la meilleure acuité et de corriger une partie de la métropie, à droite et à gauche. Et dans cette vidéo, on va voir la suite, c'est-à-dire le laser topoguidé avec le cross-linking. Donc, nous, on utilise le laser EX500 d'Alcon. La topographie cornéenne a été transmise au laser qui génère un profil d'ablation et on va rentrer la totalité de la métropie à corriger. Alors, bien sûr, en fonction de la pachymétrie disponible. Ici, on a une bonne pachymétrie. La pachymétrie centrale est à 474 microns, ce qui est très correct pour faire une photoablation. Ensuite, on va jouer sur le diamètre de la zone optique pour réguler la profondeur d'ablation. On essaie de ne pas dépasser 50 microns. Ici, comme à la base, on a 52 microns, bon, on n'a pas besoin de beaucoup réduire le diamètre d'ablation. C'est comme en chirurgie réfractive. On joue sur la taille de la zone optique. Ensuite, on utilise cette mire pour bien positionner la tête du patient. On va enlever l'épithélium mécaniquement. Alors, nous, on le fait avec une brosse d'amoil. Puis, on va réaliser directement la photoablation topoguidée et directement
Alors, ce n'est pas montré dans la vidéo, mais on met de la mitomycine. Et ensuite, on va directement imprégner la cornée pendant 10 minutes avec de la riboflavine sans dextran. Puis, on va appliquer les rayons UV avec une fluence de 10 milliwatts pendant 9 minutes. À la fin, on rince et on met une lentille de protection. Et voici, donc ça c'est pour vous illustrer comment ça se passe au bloc. Et voici le résultat. Donc vous voyez en 2 étapes. Première étape anneau, deuxième étape laser. Et donc vous voyez qu'on hémétropise et on fait remonter la meilleure acuité. Là, vous avez un exemple qui illustre, alors c'est toujours la même stratégie, les anneaux. Alors je ne vous détaille pas quels anneaux, les anneaux, puis le laser topo-guidé avec cross-linking bien sûr. Et en fait, ici, ce que vous constatez, c'est que la meilleure acuité ne remonte pratiquement pas. Alors pour autant, faut-il conclure à un échec? Eh bien non, c'est ce qu'on disait au début du topo, c'est que c'est surtout la correction de la métropie qui va apporter de la satisfaction au patient. Alors premièrement, il faut souligner que d'abord c'est un kératocone très avancé. Un Kmax à 60, on n'est pas très loin du stade où il faudra faire une greffe de cornée. Donc là, en alternative à une greffe qui ne donne pas toujours des résultats excellents, on a choisi de faire une chirurgie conservatrice, mais en sachant dès le départ que comme le kératocone est avancé, on n'obtiendra pas forcément des résultats extraordinaires. Donc en termes de meilleure acuité, on ne remonte quasiment pas. Par contre, oui, c'est quand même un succès pour le patient, et le patient est très content, puisqu'on hémétropise le patient. Vous voyez, en équivalent sphérique, on passe de -4, -5 à quasi hémétrope en équivalent sphérique. Donc le patient est quand même tout de même très content, même si la meilleure acuité n'est pas beaucoup remontée. Donc, pourquoi on commence par les anneaux et ensuite, en deuxième étape, on fait le laser avec le cross-linking? Eh bien, parce que les anneaux vont faire le gros de la régularisation, mais avec peu de précision. On n'aura pas beaucoup de précision avec les anneaux, mais par contre, on pourra beaucoup changer la forme de la cornée. On pourra corriger des astigmatismes de l'ordre de 10 dioptries avec des anneaux. Et ensuite, on laisse reposer. Et une fois que la cornée s'est stabilisée après les anneaux, c'est là que va intervenir le laser. Et le laser va chercher à fignoler le travail réalisé préalablement avec les anneaux, et cette fois avec beaucoup plus de précision. Et le laser, de toute manière, on est très limité. On peut pas aller beaucoup régulariser, tout simplement parce qu'on ne peut pas enlever autant de tissu cornéen qu'on veut. Donc, on est très limité au laser. Par contre, on a beaucoup plus de précision avec le laser. Donc, il y a une logique de précision, puisqu'on termine la chirurgie avec la procédure la plus précise. Et il y a également surtout une logique d'économie tissulaire, puisque tout le travail qu'on aura fait avec les anneaux, eh bien, on ne sera pas obligé de le faire avec le laser. C'est-à-dire que ça va limiter l'importance de la photoablation si on a mis des anneaux avant. Alors, ensuite, c'est un autre exemple pour vous illustrer un cas qui est difficile. C'est les cas assez rares où on a un vrai kératocone avec 4/10 de meilleure acuité, mais où malheureusement, on n'a pas beaucoup de réserve myopique. Vous voyez que le patient, il est quasi hémétrope. Donc là, ce cas de figure illustre les patients qui sont au départ faiblement myopes ou hémétropes et plus rarement hypermétropes. En tout cas, quand on a des patients qui sont peu myopes, on est quand même bien embêté parce qu'on va chercher à régulariser la cornée pour faire remonter la vision avec des méthodes qui ne pourront que hypermétropiser, que aplatir la cornée et donc hypermétropiser. Les anneaux, ça ne peut qu'aplatir la cornée. Ça ne peut pas corriger une hypermétropie, ça ne peut que hypermétropiser. Donc, première étape, on va poser des anneaux. Et deuxième étape, le laser. Et le laser, en général, ça va également aplatir la cornée, donc ça va également hypermétropiser. Donc, finalement, si on applique les mêmes protocoles, on va certes faire remonter la meilleure acuité, mais comme le patient au départ est hémétrope, on ne pourra atterrir à la fin qu'avec une forte hypermétropie, ce qui n'est pas très souhaitable. Donc, voici comment ça se passe. Le patient, on commence par lui mettre un anneau. Vous voyez qu'on améliore un peu sa meilleure acuité, mais surtout, comme c'était prévu, on va l'hypermétropiser d'environ 2 à 3 dioptries. Et là-dessus, il va falloir lui faire la procédure de laser topo-guidé. Donc là, il y a plusieurs solutions. Au départ, on cherchait à régulariser le centre de la cornée et on essaie de rentrer la totalité de la réfraction dans le même tir de laser excimer. Donc de rentrer la réfraction telle qu'elle. Et avec ce procédé, on aboutissait à des mauvais résultats. Alors certes, on n'allait pas beaucoup hypermétropiser les patients. Par contre, l'effet de photoablation périphérique pour limiter l'hypermétropie atténuait considérablement l'effet de régularisation centrale de la photo, enfin pour régulariser la cornée. Donc finalement, on ne faisait pas remonter la meilleure acuité. Donc après, on a arrêté de faire ça et ensuite, on a fait uniquement la photoablation centrale. Donc là, on arrivait à améliorer la meilleure acuité. Par contre, comme c'était prévu, on hypermétropisait fortement les patients, ce qui n'était pas souhaitable non plus. Et récemment, on a mis en place un protocole qui consiste
à faire alors dans la même séance opératoire, à faire 2 tirs séparés au laser. Le premier tir qui va être central, qui va chercher à régulariser le centre de la cornée et qui va chercher également à traiter le cylindre en négatif. Et ensuite, dans la foulée, de faire directement un tir séparé, non couplé à la topographie cornéenne, uniquement hypermétropique avec une très large zone optique pour essayer de ne pas empiéter sur la zone photoablatée au centre, mais pour essayer de limiter la photoablation. Et ça donne plutôt des bons résultats puisqu'on arrive à faire remonter la meilleure acuité sans hypermétropiser. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est un peu particulier, ça ne concerne pas énormément de patients, mais c'est un procédé qu'on a mis au point et qui permet de limiter l'hypermétropisation chez des patients qui ont au départ une faible réserve myopique. Maintenant, on va parler des patients qui nécessitent un implant. Alors, les patients fort myopes et les patients qui ont une cataracte, patients kératocone, fort myope et cataracte. Alors, voici un kératocone qui a une forte myopie. Il y a 4 dixièmes avec moins 12, moins 6, donc moins 15 en équivalence sphérique. Quelle va être la stratégie? Donc, elle va être la même que précédemment, c'est-à-dire les anneaux et le laser topoguidé avec Ross pour régulariser la cornée et corriger une bonne partie de la métropie sphéro-cylindrique. Par contre, vous pensez bien qu'on ne pourra pas corriger les 15 dioptries. Donc, à la fin, il va falloir finaliser avec un implant, ici un implant FAC, qui permettra de démétropiser le patient. Donc, voici comment ça se passe. Les 2 premières étapes consistent à régulariser la cornée avec l'anneau et le laser topoguidé. Donc, ça permet de faire remonter un peu la meilleure acuité. On n'a plus d'astigmatisme ou très peu. Par contre, on a toujours une forte myopie. Donc, dernière étape, ça va être de poser l'implant et qui, lui, va permettre d'émétropiser le patient. Donc, vous voyez que ce qu'on avait au départ et ce qu'on a à la fin, le patient est évidemment très content, on l'émétropise. Voici la chirurgie, brièvement. Donc, vous voyez qu'on a posé l'anneau, c'est la chirurgie de la pose de l'implant FAC, de l'implant ICL. On remplit la chambre avec du produit viscoélastique. On va faire une incision avec un couteau 3,2 mm. Et ensuite, on va insérer l'implant dans la chambre en essayant de le mettre dans le bon sens. Alors, on évite autant que possible de mettre des implants FAC toriques parce qu'après, on combine les toricités et ça va être compliqué à gérer. Alors, parfois, on le fait, mais le plus souvent, on met des implants non toriques, quitte à avoir un peu d'astigmatisme résiduel. Voilà. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, on va enlever le produit viscoélastique avec la sonde AIA. Donc, quelle est la principale leçon à retenir quand on a des patients qui ont des cornées déformées et chez qui on sera obligé de mettre un implant? Eh bien, la principale leçon à retenir, c'est qu'il va falloir s'attaquer d'abord à la cornée, la régulariser, stabiliser la cornée avec toutes les méthodes qu'on connaît, les anneaux, le laser, le cross-linking. Et une fois que la cornée est régularisée, une fois que la cornée est stabilisée, si tant est qu'elle était évolutive, c'est ensuite qu'on pourra poser l'implant, FAC ou AFAC. Pourquoi procéder dans ce sens-là? Parce que si on posait l'implant directement alors que la cornée est déformée, eh bien on est loin d'optimiser le résultat visuel. On potentialise la remontée de la vision si on a préalablement régularisé la cornée. Ensuite, le calcul de l'implant sera beaucoup plus fiable si on a une cornée qui s'est normalisée. Et ensuite, et surtout, on pourra utiliser l'implant comme variable d'ajustement réfractif final permettant in fine d'émétropiser le patient. Alors, si on résume un petit peu les indications de cette chirurgie entre guillemets réfractive sur les cornées déformées en fonction de la métropie. Donc, il y a 4 cas de figure. Les faibles myopes, donc là, on parle des kératocones ou ectasies, qui ont les réfractions suivantes. Faibles myopes, la majorité des patients, c'est des patients qui ont des myopies assez conséquentes, mais pas forcément trop fortes non plus. Quelques rares cas, comme on vient de voir, qui ont des fortes myopies, moins 10, moins 12, moins 15. Et enfin, quelques rares cas qui n'ont pas de myopie du tout, qui sont très proches de l'hémétropie, qui posent le plus de problèmes. Alors, quand on a une faible myopie, on va procéder en un temps. On va faire uniquement du laser, toujours bien sûr accompagné du cross-linking, et ça sera suffisant dans la majorité des cas pour faire remonter la vision, hémétropiser, avoir 10 dixièmes. Ça, c'est 80% des cas. Équivalence sphérique entre moins 7 et moins 2. Dans ces cas-là, on va souvent combiner 2 procédures, en commençant toujours par les anneaux, qui font le gros de la régularisation, puis quelques mois plus tard, laser topoguidé avec cross-linking pour finir le travail de régularisation. Et dans la majorité des cas, on arrive à peu près à les hémétropiser et à les satisfaire. Troisième cas de figure assez rare, quand ils sont fort myopes, qu'on fait comme précédemment, sauf qu'on va rajouter en plus un implant. Et enfin, dernier cas de figure, plus rare,
On fera une ou deux procédures selon qu'on a besoin d'anneaux ou pas, mais surtout, on utilisera le protocole qu'on vient de décrire avec le laser en séparant en deux phases, centrale puis hypermétropique. Voici un autre exemple nécessitant un implant. Un patient qui a un certain âge et surtout qui a une cataracte. Alors, il a une cataracte, vous voyez sur la lampe à fente, et il a aussi un kératocone. Donc, il a deux pathologies qui limitent sa meilleure acuité à 4/10. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ceux qui ne font pas de kératocone, qui veulent opérer la cataracte, on pourrait tenter de faire ça directement. On ne s'occupe pas du kératocone, le patient n'évolue plus, disons qu'il a la soixantaine, on fait directement la cataracte et le patient va remonter sa meilleure acuité un petit peu et il va corriger un petit peu la métropie. Mais on aura quelque chose d'un peu intermédiaire, ça ne sera ni fait ni à faire. Pourquoi? Parce qu'il aura son implant après, mais il aura toujours son kératocone. Donc en fait, si on veut vraiment améliorer ce patient, il faut traiter les deux pathologies, la cataracte et le kératocone. Le kératocone, on a vu comment on traite le kératocone. On traite avec les anneaux, le laser, etc. Mais dans quel ordre faut-il procéder? Est-ce qu'on fait d'abord la cataracte et ensuite on l'adresse à celui qui fait le kératocone qui fera le kératocone? Ou bien est-ce qu'on s'occupe d'abord du kératocone et ensuite on fait la cataracte? Eh bien, comme on l'a vu précédemment, on va d'abord traiter la cornée. Donc, on va d'abord faire les anneaux. Ici, dans ce cas de figure, on fera anneaux, puis laser topo-guidé avec cross-linking. Et une fois qu'on aura régularisé et stabilisé la cornée, ensuite, on mettra l'implant. Donc, voilà les deux premières phases, anneaux puis laser, qui permettent de corriger une partie de la métropie, qui permettent de faire remonter un peu la meilleure acuité. J'ai bien dit un peu. Pourquoi? Parce que le patient, derrière une cataracte, il ne faut pas se donner qu'il ne remonte pas beaucoup. Mais vous voyez que la topographie cornéenne, après ces deux procédures, est quasi normalisée. Et quand on va faire la cataracte ensuite, eh bien c'est là qu'on aura un maximum de potentiel de récupération visuelle. Donc, d'abord traiter le kératocone et ensuite la cataracte. Voici une chirurgie de sa chirurgie de la cataracte, une vidéo pardon, de sa cataracte. Donc, vous voyez qu'on voit qu'il a son implant. Alors, c'est une vidéo, vous savez tous faire, je pense, des cataractes, des phaco, c'est assez standard. Il n'y a pas de particularité particulière. Simplement dire que quand on a l'anneau, voilà, c'est pas plus gênant que ça pour opérer la cataracte. C'est une opération assez standard. Là, c'est pareil. Je vous conseille d'éviter de mettre des implants toriques. Ayez tendance plutôt à mettre des implants non toriques. Évidemment, les multifocaux sont radicalement contre-indiqués, mais évitez de mettre les multifocaux toriques parce que si après le patient continue d'évoluer un petit peu, vous aurez une toricité interne associée à une toricité cornéenne irrégulière qui va vous compliquer beaucoup la tâche. Donc moi, je mettrai uniquement un implant non torique, quitte à avoir un peu d'astigmatisme résiduel. Voici un autre exemple. Alors récent, donc c'est juste pour vous montrer l'indication. On n'a pas encore opéré le patient, mais c'est juste pour vous montrer la stratégie. Voici un patient qui a 62 ans. Ce patient se présente avec 3 pathologies. Alors, il m'est adressé bien sûr parce que c'est un kératocone, je vois beaucoup de kératocones. Il a une meilleure acuité abaissée à 5/10 avec cette réfraction, mais il a également un ptérygion. Et il a également une cataracte. Donc, vous voyez, il a 3 pathologies. Et là, je ne l'ai pas marqué sur la diapo, mais il a en plus une cornée acuitata très modérée qui ne rentre pas tellement en ligne de compte dans l'élaboration de la stratégie. Alors, comment traiter ce patient? Il a 3 pathologies. Il a un ptérygion qui va forcément participer à la genèse de son astigmatisme. Il a son kératocone qu'il faudra traiter, comme on l'a vu précédemment, et il a une cataracte à opérer. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on suit la logique que je viens de vous expliquer, on va d'abord traiter la cornée, c'est-à-dire les deux pathologies, ptérygion et kératocone, et une fois que tout ça s'est stabilisé, ensuite, on va poser un implant pour la cataracte. Alors, on va commencer par ptérygion et kératocone. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par ptérygion ou par kératocone? Eh bien, il vaut mieux commencer par le ptérygion. Pourquoi? Parce que une fois que la chirurgie du ptérygion, c'est-à-dire l'ablation du ptérygion, éventuellement une autogreffe conjonctivo-limbique sera terminée, on aura une cornée qui aura peut-être un peu changé de forme. Et donc, la topographie cornéenne sera modifiée. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il faudra faire la chirurgie du kératocone, une fois qu'on aura opéré le ptérygion avant. Donc, anneaux, laser, etc. Et une fois que tout ça est fait, ensuite, la cataracte. Donc, vous voyez que c'est très long. Un patient comme ça, on est parti pour facile 1 an et demi. Parce qu'entre chaque chirurgie, il faut laisser passer minimum 3 mois. Donc, c'est long, mais à la fin, ça vaut le coup. C'est là qu'on optimise la vision. Donc, ça, c'était juste pour vous illustrer la stratégie. Mais ce patient, je l'ai opéré hier de son ptérygion. Là, je ne vous montre pas. Mais peut-être dans 1 an, je
vous montrerai le résultat qu'on aura obtenu. Et maintenant, on va finir le webinaire, parce que je crois que le temps passe, en parlant d'autres choses. Alors là, ce n'est pas la chirurgie des cornées déformées, mais ça va être la chirurgie réfractive, on va dire quasi normale, des patients qui voient 10 dixièmes, mais qui ont une cornée à risque. Alors vous savez tous comment gérer les cornées à risque, évidemment pas de LASIK, mais selon le risque, vous ne savez pas trop si on fait une PKR ou si on ne fait rien du tout. Donc là, on va parler des patients qui sont vraiment à risque. Pas de la cornée un petit peu irrégulière, mais des patients qui ont un vrai kératocone, léger, puisqu'ils voient 10 dixièmes, mais qui ont quand même un vrai kératocone. Que faire? Alors, tout part du principe qu'on a fait du laser excimer, on a à peu près, dans notre expérience, 2000 yeux traités, des kératocones. Ce que je vous montre là, on a une expérience de 10 ans avec 2000 yeux traités. On a laserisé de nombreux kératocones avec du laser topoguidé, toujours avec du cross-linking. Et on a présenté récemment cette année à la Saphir une étude qui cherche à montrer, qui cherche à étudier, est-ce que tous ces yeux kératoconiques qui ont subi du laser excimer, est-ce que, puisque c'est quand même des yeux qui sont ectatiques, qui se déforment, le fait de les amincir davantage, est-ce que ça a induit des déformations supplémentaires? Est-ce que ça les a rendus encore plus déformés qu'ils ne l'étaient au départ? Eh bien, la réponse est non. On a montré 154 yeux qui étaient tous des kératocones évolutifs. Alors, que 154, pourquoi? Pour des raisons d'homogénéité dans l'étude. On a éliminé dans les critères d'inclusion tous les yeux qui avaient bénéficié d'anneaux. Donc ça, c'est que des yeux qui avaient uniquement du laser topoguidé. Et on a montré que tous ces yeux, pratiquement tous sans exception, avec un recul de parfois plusieurs années, mais au minimum de 9 mois, étaient tous stables dans le temps. Donc, la conclusion, c'est que tous ces yeux qui étaient évolutifs, en faisant du laser excimer, de la photoablation, on a réussi non seulement à les stabiliser, mais non seulement, à ne pas les faire évoluer, mais en plus à les stabiliser. Donc, quelle est la conséquence, quelle est la leçon à tirer sur des patients comme celui-ci? Un patient 30 ans, qui voit 10 dixièmes des deux côtés, qui ne sait même pas qu'il a un kératocone. Il vient juste pour une chirurgie réfractive, et vous le voyez à votre consultation, et il a cette topographie cornéenne. Vous voyez qu'il a un kératocone, le patient demande à être opéré pour ne plus mettre de lunettes. Qu'est-ce que vous lui proposez? Alors évidemment, on ne parle même pas du LASIK ni du SMILE parce que c'est contre-indiqué. La question qui peut se poser, c'est PKR ou pas PKR? Je pense que la majorité d'entre vous, mais je ne vous ai pas en face de moi, donc on ne peut pas discuter de vive voix, mais j'ai présenté ce cas dans plusieurs congrès en présentiel récemment, et pratiquement aucun chirurgien présent dans la salle ne dit moi je vais lui proposer une PKR. Et pourtant, qu'est-ce que vous allez faire concrètement chez ce patient? Est-ce que vous le renvoyez chez lui? Ce patient a un kératocone. Il est peut-être évolutif. Peut-être que si on ne fait rien, dans quelques années, il aura une greffe de cornée. Est-ce que vous lui dites non, tu rentres chez toi, je ne te fais pas de chirurgie réfractive, rien du tout, tu as un kératocone, rien du tout? Eh bien non. Ce patient, au minimum, il faut l'envoyer dans une consultation où on fait du kératocone, ou le revoir vous-même. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le revoir 6 mois après. Vous le revoyez 6 mois après. Deux possibilités. Le patient est évolutif, le patient ne l'est pas. S'il est évolutif, vous allez l'opérer. Enfin, il faudra l'opérer. On ne va pas le laisser évoluer, constater qu'il est évolutif et le laisser se dégrader. Donc, on va l'opérer. Si on reprend les topos tout à l'heure, il a un kératocone, il est évolutif. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire des anneaux? Non. On a vu qu'il a une petite myopie, il a un kératocone qui est peu avancé, il est évolutif, donc on va lui faire uniquement du laser topoguidé avec du cross-linking. Pourquoi du laser topoguidé? Eh bien, d'une part, parce que ça va potentialiser l'effet biomécanique du cross-linking, et d'autre part, ça va permettre de faire remonter sa vision. Alors, vous allez me dire, il n'a pas une grosse baisse de la meilleure acuité, mais néanmoins, avec un kératocone comme ça, il a quand même une petite baisse de la qualité de vision. Et en plus, il a une amétropie qu'on sait qu'on va pouvoir allègrement corriger avec cette procédure. Et avec l'étude que j'ai montrée tout à l'heure, on sait qu'on va stabiliser ce patient. Alors, non seulement on ne va pas le rendre évolutif, mais on va le stabiliser. On va stabiliser ce kératocone qui est évolutif et on va finalement répondre à sa demande de chirurgie réfractive. Alors maintenant, si ce même patient, il n'est pas stable, il est stable. Donc, il est stable, eh bien, donc c'est rassurant. Donc, on peut se dire que si avec cette procédure de laser, excimer, de photoablation, accompagnée bien sûr d'un cross-linking, on a réussi à stabiliser un kératocone qui est évolutif, eh bien, on ne peut pas, en toute logique, imaginer qu'on va déclencher une évolutivité
avec la même procédure alors que l'œil est stable. S'il était évolutif et qu'on a réussi à le stabiliser, il n'y a pas de raison qu'il soit stable et qu'il se mette à évoluer avec la même procédure. D'où l'idée de traiter ce patient, mais attention, photoablation, topo-guidé ou pas topo-guidé, à la limite, ce n'est pas très important, mais toujours avec un cross-linking, ce qui correspond à une procédure qu'on appelle extra. Donc laser, topo-guidé ou pas, éviter de corriger des -7, hein, là on parle d'une petite amétropie, mais toujours avec un cross-linking. Et on a à peu près la certitude, compte tenu de l'étude qu'on a montrée tout à l'heure, de notre expérience des kératocones évolutifs lasérisés, on a à peu près la certitude que ce patient n'évoluera pas ou peu. En tout cas, on ne va certainement pas l'envoyer vers la greffe de cornée. Voici le résultat. Donc, on traite ce patient, laser cross-linking. Alors, ce n'est pas la peine de faire topo-guidé. Vous le faites topo-guidé ou pas topo-guidé, ce n'est pas très important là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste à 10 dixièmes et surtout, on l'émétropise. Donc, on répond à sa demande. Et vous voyez que dans le temps, avec 2 ans de recul, le patient est stable. La topographie différentielle ne montre pas l'ombre d'une évolutivité. Alors, en fait, la question finalement que ça introduit, ce n'est pas tellement est-ce qu'il faut faire une chirurgie à ce patient ou pas, puisque si jamais on fait une chirurgie, selon mon avis à moi, on peut lui faire. La question, c'est est-ce qu'on peut lui faire sans cross-linking ou avec un cross-linking, puisque vous savez tous que quand on fait une PKR sur des cornées à risque, par exemple des cornées un peu fines, mais qui ne sont pas autant à risque que ce patient, on ne fera pas de cross-linking, on fera juste la PKR et ça ira très bien. Le patient ne va pas faire d'ectasie. Mais à un certain degré de risque, on commence sérieusement à hésiter à faire la PKR et la question peut se poser, à quel moment il faudra introduire le cross-linking pour éviter de déclencher une ectasie. Voilà, donc c'est un débat à avoir dans le cadre de congrès futurs. Donc en conclusion, on terminera ce webinaire en résumant les points suivants. Tous les patients, même qui ont des cornées déformées, alors surtout ceux qui ont des ectasies, parce qu'au départ, c'était des patients de chirurgie infractive qui ont mal évolué. Mais même les kératocones, tous les patients, pratiquement sans exception, c'est tous des patients jeunes, et ils veulent presque tous bien voir sans lunettes. Donc quand on peut leur offrir, je peux vous assurer qu'ils sont très demandeurs, bien plus que de remonter de la meilleure acuité. Bien sûr, si on peut avoir les deux, c'est l'idéal. Avec l'expérience qu'on a et l'évolution de nos techniques, des anneaux, etc., on a beaucoup plus d'expérience et on a beaucoup plus de recul et de moyens de hémétropiser à peu près tous les patients. Enfin, quand je dis hémétropiser, c'est entre guillemets parce qu'on a vu au début du topo, c'est avec une certaine relativité. On a vu qu'en fonction de la métropie, les protocoles sont assez standardisés. Pour les faibles myopies, c'est une seule procédure, laser topo-guidé, toujours avec cross-linking. Les cas les plus fréquents, c'est des patients qui sont un peu plus myopes, entre -7 et -2 d'équivalence sphérique. Donc là, on combinera anneau, première étape, puis laser topo-guidé avec cross-linking, deuxième étape. Beaucoup plus rarement, on sera obligé de rajouter une troisième procédure, l'implant. Et enfin, chez les rares patients qui ont peu de réserve myopique, ce sont les plus compliqués à traiter, on pourra céder du protocole en 2 étapes au laser excimer qu'on a vu tout à l'heure. Lorsqu'on a besoin de mettre un implant, on a vu qu'on commencera par les procédures cornéennes, puis ensuite les procédures intraoculaires. Procédures cornéennes visant surtout à régulariser la cornée pour potentialiser la future amélioration de la meilleure acuité et visant également à stabiliser la cornée si tant est qu'elle était évolutive. Cette logique de commencer par la cornée a pour but de potentialiser la meilleure acuité, d'utiliser l'implant comme dernière variable d'ajustement réfractif et à la fin d'émétropiser les patients et enfin d'avoir un calcul d'implant plus fiable sur une cornée préalablement régularisée. Et enfin, on a vu que le fait de lasériser de nombreux kératocones avait, bien sûr, toujours avec le cross-linking. Il ne s'agit pas d'aller lasériser les kératocones sans faire de cross-linking. On a vu que tous ces patients n'évoluent pas dans le temps, ce qui nous amène à revoir nos indications, à être peut-être plus audacieux sur des patients demandeurs de chirurgie infractive et porteurs de kératocones, à condition d'introduire le cross-linking dans certains cas, et ceci est sujet à débat. Nous n'avons volontairement pas parlé de la réhabilitation visuelle des cornées déformées après greffe de cornée, parce que ça rentre également dans ce sujet. Puisque nous n'avons pas le temps, il y a trop de choses à traiter, mais ça fera partie d'un prochain webinaire. Donc, en 2 mots, réhabiliter la vision après greffe de cornée, on cède des implants, comme on l'a vu tout à l'heure, des incisions arciformes pour les très forts astigmatismes et du laser excimer. Mais encore une fois, on abordera cette thématique
dans un prochain webinaire consacré aux greffes de cornée. On n'a pas encore réfléchi à la thématique, mais on parlera de ça dans le prochain webinaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, place aux questions. Et je vais peut-être reprendre la parole avec Élodie, qui peut peut-être se... Alors, attendez, je vais couper désactiver le partage d'écran. Voilà, Élodie, tu es de retour avec nous. Oui, c'est bon. Alors, Alors, on a quelques questions. Donc, il y a quelqu'un qui demande pourquoi ne pas coupler le cross-linking avec l'anneau. Le cross-linking ne diminue-t-il pas la prédictibilité du laser et l'inflammation? Alors, oui, c'est une bonne question. Pourquoi ne pas coupler en gros, la question, c'est à quel moment faire le cross-linking. Donc, nous, on fait l'anneau, puis après, on fait le laser et le cross-linking en même temps. En fait, je réfléchis un petit peu à ma réponse. En fait, le cross-linking, idéalement, il est fait en même temps que le laser parce qu'il y a un effet de potentialisation dans les deux sens. Le cross-linking va potentialiser l'effet réfractif du laser topoguidé parce que le cross-linking induit un effet d'aplatissement modéré, essentiellement en rapport avec des remaniements épithéliaux. Et deuxièmement, le laser topoguidé potentialise l'effet biomécanique du cross-linking en favorisant la pénétration de la riboflavine à travers la Bowman. Donc, c'est mieux de faire le cross-linking en même temps que le laser topoguidé, et c'est ce qui a été décrit dans la procédure d'Athènes de Kanellopoulos. Maintenant, est-ce que le laser topoguidé, est-ce que le cross-linking diminue la prédictibilité réfractive du laser topoguidé? C'est ce que je pensais au début, puisque la photoablation sur laser topoguidé n'est pas tout à fait la même que sur cornée non cross-linkée. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de baisse de prédictibilité. La baisse de prédictibilité réfractive est essentiellement liée à la déformation cornéenne elle-même, plutôt qu'au fait de faire le cross-linking en même temps. Mais on peut tout à fait imaginer le fait de faire l'anneau et le cross-linking en même temps, et puis dans un deuxième temps de faire le laser topoguidé. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais ça peut être envisagé. Voilà, c'est à débattre en tout cas. Ce n'est pas complètement idiot. Ensuite, quelle pachymétrie totale le Topolink est contre-indiqué? Est-ce que c'est seulement en fonction du mur résiduel postérieur ou de l'ablation maximum de 50 microns? Alors, en théorie, il est contre-indiqué de faire du cross-linking en dessous de 400 microns de pachymétrie. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner une détérioration endothéliale et nécessiter après une greffe de cornée. Alors, en fait, il faut temporiser plusieurs choses. Il faut moduler avec plusieurs données. D'abord, le professeur Farhad Hafezi à Lausanne, qui est quand même un des grands spécialistes du cross-linking, a mis au point des nomogrammes permettant de faire du cross-linking, de doser le cross-linking, aussi bien en termes de durée d'imprégnation qu'en termes de fluence, pour des pachymétries inférieures à 400 microns. Et pour permettre à des patients, même avec des cornées très fines, j'ai mon chat qui miaule là. Même avec des cornées très fines, de bénéficier du cross-linking. Attends, quelle était la question? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'était sur le Topolink, la pachymétrie minimale pour le Topolink. Donc ensuite, on évite de faire... C'est tout une question de pachymétrie, de réfraction à corriger et de... Voilà. Quand on a, par exemple, 410 microns de pachymétrie, ça ne va pas nous empêcher de faire un cross-linking. Mais si on a 410 microns de photoablation de pachymétrie et qu'on a une myopie de -6 ou -7, il est hors de question d'aller corriger la totalité de la métropie. Si on a 410 microns, on essaie, de toute manière, en aucun cas, il faudra dépasser 50 microns de photoablation et on essaiera de faire ce qu'on peut en restant dans ces 50 microns, voire même en essayant de faire un petit peu moins. Si en revanche, on a 480 microns de pachymétrie, là, on pourrait être un petit peu plus audacieux en termes de profondeur d'ablation. On pourrait éventuellement aller jusqu'à 60, 70, voire 80 microns, essayer de corriger un petit peu plus la métropie. Mais il ne faut pas hésiter, quand on a beaucoup à corriger et qu'on a peu de réserve pachymétrique, il ne faut pas hésiter à proposer au patient un implant. Et si le patient est d'accord d'emblée de prendre un implant par la suite, eh bien dans ce cas, on évitera de trop photoablater. Parce que d'abord, ce n'est pas bon de photoablater trop.
Et deuxièmement, on sait qu'on pourra se rattraper après sur l'implant pour corriger la réfraction. Donc là, on cherchera à optimiser la régularisation et en essayant de moins corriger la réfraction. Ensuite, jusqu'à quel âge faites-vous un cross-linking? En termes de limite d'âge âgé, enfin oui. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En tout cas, une question que les patients posent, enfin que les correspondants, les médecins posent fréquemment, c'est pourquoi fais-tu un cross-linking à ce patient qui a 40 ans et qui n'évolue plus? Eh bien, en fait, c'est pas, bien sûr qu'il n'y a pas d'indication à faire un cross-linking. Il y a deux indications dans le cross-linking. Il y a premièrement cross-linking pour stopper une évolutivité. Et il y a deuxièmement cross-linking en accompagnement d'une photoablation dans un but de réhabilitation visuelle. Donc, si c'est un patient, par exemple, qui a 40 ans, qui nécessite une photoablation topo-guidée pour améliorer sa vision, il est hors de question de le faire si le patient n'a pas avant bénéficié d'un cross-linking, il faut faire un cross-linking au moins en même temps que le laser topo-guidé. Donc, c'est ça qui explique que des patients qui sont stables peuvent bénéficier d'un cross-linking. Ce n'est pas pour le cross-linking et la stabilisation, c'est pour empêcher que la cornée ne se déforme davantage sous l'effet de la photoablation. Alors, quelle est la pâquille minimale à respecter si on veut faire des anneaux suivis d'un cross-linking avec laser topo-guidé? Alors, pour les anneaux, il n'y a pas de pachymétrie minimale. Alors, de toute manière, il faut savoir déjà que toute cette chirurgie, entre guillemets, réfractive ou cornéoplastique, anneaux et laser topo-guidé, n'a de sens que si la cornée n'est pas encore trop déformée pour être capable de réagir et de remonter en termes de vision. Donc, quand on a des kératocones vraiment trop avancés avec des Kamax à 70, ça s'accompagne souvent de cornées très fines. Par exemple, une cornée à 300 microns, techniquement, on peut tout à fait poser des anneaux. Mais en pratique, ça ne sert à rien parce que quand on a une cornée avec un Kamax à 70, une pachymétrie à 300, souvent, c'est des meilleures acuités qui sont effondrées à 1 ou 2 dixièmes. Excusez-moi, mais mettre des anneaux là-dedans, c'est comme si on pissait dans un violon. Ça ne sert strictement à rien du tout. Et ça, c'est vraiment des indications à faire des greffes de cornée directement. On pose des anneaux, on fait toute cette chirurgie conservatrice jusqu'à un certain stade de détérioration, même pour des kératocones avancés. Mais à un moment donné, quand c'est trop avancé, ça ne sert plus à rien de le faire. Ceci dit, la pachymétrie n'est absolument pas un facteur limitant pour la pose des anneaux intracornéens. On peut poser des anneaux même pour des cornées très fines. Mais en pratique, on envisagera cette chirurgie conservatrice quand on a une cornée qui ne descend pas trop en dessous de 400 microns. Il faut savoir également que les anneaux, artefactuellement, vont augmenter, alors non pas la pachymétrie, mais la pachymétrie mesurée, observée. Donc c'est un peu idiot, mais ça va nous rassurer. Si on pose des anneaux, surtout des anneaux épais, il se peut que le patient qui a 390 microns au départ se retrouve après anneau et avant laser à 410 microns. Donc, c'est un peu une illusion, mais ça peut nous rassurer éventuellement quant à l'augmentation de la pachymétrie. Ensuite, as-tu un homogramme pour le choix des anneaux et quelle formule de calcul Diol après anneau et Topolink? Alors, un homogramme après pour les anneaux, moi j'ai le mien. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de nomogramme. C'est comme quand on utilise une machine, quand on utilise un laser, quand on fait son 500e LASIK, au bout d'un moment, on sait l'utiliser, sa machine. Bien sûr qu'au départ, le laboratoire fournit un homogramme. On sait, par exemple, pour le laser X500 d'Alcon, pour les faibles myopes, il faut corriger un petit peu plus. Pour les forts myopes, inversement, il est surcorrecteur, donc il faut enlever un tout petit peu de réfraction. Voilà. Pour les anneaux, c'est pareil. Au début, quand on démarre, on envoie la topographie, la réfraction au laboratoire qui va concocter une petite formule, un plan de traitement, une recette de cuisine en quelque sorte, et on va essayer de le matérialiser au bloc opératoire. Mais au bout d'un moment, quand on a l'expérience de dizaines, de centaines, voire de milliers de patients qu'on a opérés, on comprend vraiment ce qu'on fait avec un anneau de 250 microns d'épaisseur, de 160 degrés. On sait que un anneau de 160 degrés va corriger de la myopie, on sait qu'il va corriger tant d'astigmatisme, on sait à quel endroit il faut le mettre, on sait qu'il faut mettre plutôt un anneau asymétrique plutôt qu'un anneau symétrique. Donc, c'est difficile d'expliquer ça en 2 minutes, ça dépend vraiment. Alors, en fait, je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être un prochain webinaire ou EPU consacré vraiment, alors là, pour le coup, à la recette de cuisine, à partir de 10 cas cliniques concrets. Alors là, c'est vraiment plutôt pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre, notamment des internes ou des gens qui veulent vraiment commencer à apprendre cette chirurgie concrètement, devant un cas concret. Pourquoi on choisit un anneau de 160 degrés symétrique ou pourquoi asymétrique? Pourquoi plutôt 200 microns que 250 microns? Pourquoi plutôt 160 degrés plutôt que 120 degrés, etc., etc. Là, je ne peux pas trop m'étendre dans le cadre de ce webinaire ici, mais on fera quelque chose de plus technique
Voilà. Et également sur la chirurgie de l'anneau, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est une chirurgie assez simple, mais il y a quand même des petits trucs à savoir pour réussir la chirurgie. Et du coup, la deuxième partie de la question, quelle formule de calcul Diol après anneau et Oui, topo? alors ça, c'est une très bonne question. Nous, on utilise le SRKT, des formules assez standards. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour des formules, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, l'émergence de formules, et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans certaines formules. Ici, on va rester assez simple. Le but, on aura peu de prédictibilité réfractive. On va se rapprocher du cas de figure de la chirurgie de la cataracte, de la pose d'implant, du calcul d'implant après chirurgie réfractive. Vous savez que quand un patient a bénéficié d'analyse 15 ans plus tôt et qu'il a besoin d'être opéré de la cataracte, on sait qu'on a moins de précision. Donc, on prévient toujours le patient que si on n'a pas une précision, qu'on n'a pas un très bon résultat réfractif, on pourrait être amené soit à changer l'implant, soit à faire une procédure complémentaire cornéenne. Ici, c'est un petit peu pareil. Faut voir qu'on a des patients qui sont quand même pas très exigeants. Ils partent un peu de loin. Ils ont des visions qui sont très basses au départ et ils se contentent de résultats réfractifs approximatifs. Bien sûr, on va chercher à les hémétropiser, mais s'ils sont à moins 1,50 au lieu d'être à plus 0,25, voilà, si on peut faire mieux, on le fera, mais c'est des patients qui sont moins exigeants. Néanmoins, la formule est quand même importante. Dans notre expérience, les cataractes après chirurgie du kératocone, on est dans l'ensemble assez précis en utilisant la formule SRKT. Ensuite, quel protocole de cross-linking suivez-vous quand il est associé à la PKR? Le même que pour le kératocone. Donc, cette PKR extra, on utilise le même qu'on utilise pour tous les kératocones, c'est-à-dire dans notre cas de figure, on fait des protocoles accélérés. On va faire, alors déjà, nous, on ne fait pas de transépithélial, donc on enlève l'épithélium manuellement, toujours. Et ensuite, on fait 10 minutes d'imprégnation avec de la riboflavine sans dextran. Donc, on met des gouttes toutes les 2 minutes. Nous, on utilise la machine Avedro qui permet de minuter, de réaliser ce protocole. Et ensuite, on va faire la phase d'exposition avec une fluence de 10 milliwatts à 9 minutes. Voilà, 9 minutes, 10 milliwatts. Donc, en tout, ça dure à peu près 20 minutes. Il faut éviter les protocoles très accélérés à 3 minutes, 30 milliwatts, parce que ça ne marche pas pour des raisons d'oxygénation de la cornée. Ça ne peut pas bien marcher. Donc, alors évidemment, 30 minutes d'imprégnation et 30 minutes d'exposition, comme c'était fait au départ, ça fait 1 heure. Quand on a 10 crosses dans la matinée, c'est un peu compliqué à faire. Mais un bon compromis, c'est ce que je fais. Donc, c'est 10 minutes d'imprégnation et 9 minutes d'exposition à 10 milliwatts. Il y a quelqu'un qui a dit mitomycine systématique, point d'interrogation. Oui. Alors, au départ, je ne le faisais pas. On a quand même, je vous dis, hein, on a quelques centaines d'yeux d'expérience là-dedans. Hein. Donc, au départ, je ne le faisais pas. Et maintenant, oui. Maintenant, mitomycine systématique, parce que surtout quand on fait une photoablation assez importante pour des myopies plus fortes, vous voyez, quand on fait 60-70 microns d'ablation, il vaut vraiment mieux mettre de la mitomycine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. La mitomycine améliore la prédictibilité réfractive.